Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. On y va pour une lecture analytique de Montaigne, Descoches. C'est parti. Alors vous pouvez sortir votre texte, c'est parti. Alors premièrement, on va se demander ce que montre Montaigne. Montaigne ici va montrer que les Indiens ont de la valeur, qui valent quelque chose, que leur civilisation elle vaut. Pour cela, on va diviser... Alors, en tout, il y a 5 phrases dans ce texte. Je vais rassembler les deux et je vais diviser en 4 parties. Alors, premièrement, dans les 2 premières phrases, Montaigne va montrer que les sauvages ont une grande civilisation. Alors d'abord, c'est une petite phrase d'introduction où il montre qu'ils sont intelligents. Et ensuite, il va parler de les villes de Cusco et Mexico. Ensuite, dans la 3e phrase, il va montrer que les sauvages ou les Indiens ont perdu la guerre, mais parce qu'ils étaient plus moraux que nous. Ils ont des valeurs morales. Dans la 3e phrase du 2e paragraphe, Montaigne montre que les sauvages ont de la valeur en termes de courage. Ils sont plus braves que les meilleurs d'entre nous. Et enfin, la très longue phrase que j'ai pourtant coupée pour pouvoir être dans les clous, la très longue phrase du dernier paragraphe montre que si les sauvages ont perdu la guerre, c'était parce qu'ils avaient des circonstances atténuantes. Donc certes, ils ont perdu la guerre, mais en fait, ils auraient dû la gagner s'ils n'avaient pas eu l'effet de surprise. On va voir ça ensemble. On commence avec la première phrase. Alors, la plupart de leurs réponses et les négociations menées avec eux ont montré qu'ils ne nous devaient rien en matière de clarté d'esprit naturel et de pertinence. Alors, premièrement, il faut montrer que vous connaissez l'œuvre et vous montrer qu'il y a une référence, que Montaigne fait une référence à des dialogues dont il a déjà parlé. Donc, par exemple, le dialogue des Indiens à Rouen, à la fin des cannibales, et puis dans Descoches, le fameux dialogue qu'ont les Espagnols avec des toupies, où les toupies vraiment sont hyper doués pour répondre à tout ce que disent les Espagnols et les envoyer balader. Un moment très drôle. Hein. Donc je vous devais montrer que vous connaissez l'œuvre en parlant de ces passages. Voilà, des moments où on a pu se rencontrer. Vous pouvez aussi parler des moments où les premiers explorateurs ont discuté, ont échangé avec les toupies. Ces échanges ont montré qu'ils ne nous devaient rien. Alors il y a un double sens au terme « ils ne nous devaient rien ». Ici ça veut dire ils sont pas moins bons que nous. Mais ça veut aussi dire, quand on dit « ne nous devait rien », qu'on n'a rien à leur apporter. Et donc ça, c'est la colonisation qui est attaquée. Ils ne nous doivent rien. On n'a pas de la clarté d'esprit naturel, on n'est pas plus intelligent qu'eux, donc on n'a rien à leur apporter. D'accord ? Enfin, quand il dit la clarté d'esprit naturelle et naturelle chez les sauvages, c'est une référence, enfin c'est pas une référence parce que le mythe du bon sauvage n'existe pas encore, mais c'est une préfiguration du mythe du bon sauvage. En effet, naturellement, sans la civilisation, dans l'état de nature, ils ont déjà de la clarté d'esprit, ils sont déjà intelligents. L'homme est naturellement intelligent. Dans la phrase suivante, il va faire un développement sur Cusco et Mexico. Donc déjà, c'est une longue phrase, ça montre bien que les magnificences des villes de Cusco et de Mexico sont très nombreuses. Premièrement, alors, dans cette phrase, il va faire référence au mythe de l'Eldorado, au mythe des cités d'or, de villes qui sont entièrement en or. Il va commencer par une redondance, l'extraordinaire magnificence de Cusco et de Mexico. Je rappelle que Cusco, c'est la grande ville péruvienne, et Mexico, évidemment, du Mexique. Alors, forcément, quand il y a de la magnificence, ça n'est pas ordinaire, donc l'extraordinaire magnificence, c'est une redondance, on peut dire aussi un pléonasme. Et regardez également le déterminant indéfini, bien d'autres merveilles, parmi bien d'autres merveilles. Ça montre que ce dont il parle, et déjà c'est une très longue phrase, c'est qu'un petit élément parmi toutes les merveilles qui existent à Cusco et Mexico. Donc c'est une façon d'insister sur vraiment le côté magnifique, merveilleux, mirifique des villes en question. Et par ailleurs, Montaigne se contredit. En effet, ça fait des pages et des pages qui nous expliquent que les sauvages connaissent pas les habitations, juste avant, hein, et que voilà, ils vivent dans la forêt, ils sont très simples, etc. Et puis là, il nous parle de villes extraordinaires. Donc vous pouvez dire que Montaigne fait preuve d'une certaine mauvaise foi. Il prend les arguments tant que ça l'arrange. Donc là, ça l'arrange de montrer qu'il y a une grande civilisation, alors que la phrase d'avant, il montrait que tout était naturel. Voilà. Alors ensuite, il va énumérer les objets en or. Je suis désolée, j'ai mis un S en or, j'aurais pas dû. Les objets en or, avec la locution déterminative, c'est-à-dire qu'il y a 2 déterminants pour un. Tous les ici et toutes les là. Tous les arbres, les fruits, les herbes sont en or. Toutes les sortes d'animaux qui naissent en son pays et dans ses mers. Vous imaginez le nombre d'animaux, c'est complètement irréaliste. La beauté ensuite de leurs ouvrages en joaillerie, en plume, en coton ou alors dans la peinture. On énumère donc toutes les beautés qu'il y a en or.
toutes les choses incroyables, tous les éléments qu'il y a dans son cabinet de curiosité, et on va résumer par tout cela pour ensuite expliquer que ça doit appuyer notre démonstration. Ces exemples appuient notre démonstration, ils sont repris après le tiret avec tout cela. Alors, il va même préciser que les arbres qui sont en or, ils sont dans le même ordre, avec la même taille que dans un jardin ordinaire. C'est une précision très très forte pour expliquer le jardin, alors que par ailleurs, Montaigne n'est pas du tout précis. On dit même pas si c'est à Cusco, à Mexico, on dit ce roi, au lieu de donner un vrai nom de roi. En fait, le détail qu'il donne est plus... Enfin, ce qu'il raconte là, c'est plus de l'ordre du mythe que de la réalité. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à trouver d'où est-ce qu'il tient ça. Donc on est vraiment sur quelque chose... Montaigne nous donne ça comme si c'était un élément historique, enfin précis, alors que non. Ensuite, il parle du cabinet de curiosité, avec tous les animaux qu'il y a dans le cabinet de curiosité. Ici, on fait un lien entre ces Indiens et les humanistes. En effet, la curiosité est une grande valeur pour les humanistes. De même que les connaissances éclectiques, le fait d'en connaître plein de choses, ici on voit, il est question de toutes les sortes d'animaux. Ainsi, les Indiens ont les mêmes valeurs que les humanistes. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cabinet de curiosité. C'est un meuble ou une pièce où on va exposer toutes les choses un peu étranges et curieuses qu'on a chez nous, toutes les choses qui sont scientifiquement rigolotes. Si vous allez un jour au muséum d'histoire naturelle, vous verrez plein de curiosités comme ça dans des formules. Et ça paraît un peu anachronique, l'idée qu'un roi ait un cabinet de curiosité, enfin ça paraît un peu bizarre, mais bon. Tout cela montre bien qu'il n'était pas non plus moins habile que nous. On a une comparaison négative. Donc on ne doit pas conclure qu'on est supérieur aux sauvages, mais on doit conclure qu'ils ne nous sont pas inférieurs, grosso modo. Voilà. Donc on en a, la phrase avant était sur l'intelligence, et ici c'est sur la capacité de faire des choses avec nos mains, sur les arts, d'accord. Ensuite, dans la partie suivante, il est question plutôt des valeurs morales. Quant à la hardiesse et au courage, à la fermeté, à la constance, à la résolution face à la douleur, à la faim et à la mort, je ne crains pas d'opposer les exemples que je trouve parmi eux aux plus fameux exemples des anciens restés dans nos mémoires dans ce monde-ci. Alors on va commencer par une accumulation qui concerne évidemment la bravoure des sauvages. C'est redondant parce que c'est un peu toujours la même chose. Et en plus c'est un thème qui a été maintes fois traité dans des cannibales et des coches. C'est en fait la chose qui impressionne le plus Montaigne, sachant que lui-même dit qu'il n'a pas peur, donc qu'il ne connaît pas la peur dans des coches, donc il se sent proche, il donne des qualités aux sauvages qu'il se donne à lui aussi. Et ici, vous pouvez également développer, notamment lorsqu'il est question de la résolution face à la douleur, à la faim et à la mort, vous pouvez développer sur les 3 tortures dont il est question dans les coches, avec les 2 rois et le bûcher aussi, pour montrer que, Montaigne en a déjà parlé, en donnant des exemples plus précis, de résistance à la torture, etc. Alors, concernant ceci, je ne crains pas d'opposer les exemples je ne crains pas d'opposer les Indiens aux anciens. Je ne crains pas, c'est une négation totale. Ça montre que Montaigne a de l'assurance, il n'a pas peur du ridicule, il va dire quelque chose d'énorme et il assume. Cette chose énorme, c'est que les Indiens sont comparables aux plus fameux exemples des anciens restés dans nos mémoires. Alors ici, regardez comme c'est une comparaison qui est flatteuse. Il y a 3 éléments qui montrent que c'est une comparaison qui est très flatteuse pour les Indiens. Premièrement, il y a le superlatif. Je ne vais pas vous comparer les exemples célèbres, je vais vous comparer aux exemples les plus célèbres. Deuxièmement, il y a une redondance sur le fait que ce sont des exemples très connus, fameux et restés dans nos mémoires. D'accord, c'est un peu la même chose. Et enfin, ces exemples très connus de courage que je vais trouver, ce sont des exemples que je trouve chez les anciens. Vous savez que les anciens, pour Montaigne et pour les hommes de la Renaissance, c'est le plus, le top du top. Montaigne a par ailleurs montré auparavant que parfois des anciens avaient du courage. Il donne l'exemple dans des coches du roi Léonidas de Thermopyle, je ne développe pas, vous connaissez, et de Platon qui fait une retraite très très calme pendant une bataille. Donc vous pouvez montrer ici que vous maîtrisez bien des coches et expliquer quels sont ces fameux exemples. Enfin, à chaque fois qu'on voit le mot monde, c'est à commenter, on l'a déjà fait donc je reviens pas, mais dans ce monde-ci, ça veut vraiment dire que pour Montaigne, les étrangers sont des ultra-étrangers, c'est comme des extraterrestres. On est vraiment complètement opposés. C'est pas 2 continents, hein, c'est 2 mondes, ça veut tout dire. Ensuite, pour terminer dans le long paragraphe, qui est une longue phrase, et encore je l'ai coupée, on va la faire en 2 fois pour des questions de place, Montaigne va appuyer son argument. Alors il commence par le connecteur logique en effet, et en effet c'est quand on veut démontrer ce qu'on a proposé. Donc là il va démontrer le fait que les Indiens ont toute la valeur possible au combat.
et il prévient la concession qu'on pourrait lui faire. Enfin, on pourrait lui dire « Non mais attends, ils ont quand même perdu face à nous, globalement. » Et donc il va prévenir cet argument inverse et il va y répondre. Il va y répondre en faisant 2 propositions circonstancielles de conditions. Donc la première, elle est là, la deuxième, elle est après le point-virgule. 2 propositions de conditions qui vont montrer qu'il y a des circonstances atténuantes et qu'il faut prendre en compte le point de vue des sauvages pour comprendre qu'ils ont perdu pas du tout à cause de leur manque de courage, mais à cause d'autres raisons. En effet, leur étonnement est compréhensible. Pourquoi est-ce que globalement, dans chaque bataille, dans la colonisation, les Européens ont gagné? Grâce à l'effet de surprise. Alors ensuite, il va faire une énumération pour montrer à quel point on était étrangers, nous les Européens, à eux, et à quel point on les a surpris dans tous les domaines. Et pour faire cette énumération, il va se mettre dans le point de vue du sauvage. Regardez comment il désigne les Européens par le mot « gens ». Normalement, quand on parle de nous-mêmes, on ne dit pas « gens ». Par 2 fois le mot « autre », par le mot « différent », par le mot « éloigné », et puis par le mot « monstre », j'y reviens après. Donc, en utilisant ce vocabulaire-là, il fait l'effort d'utiliser le vocabulaire qu'auraient utilisé les sauvages pour parler de nous, c'est-à-dire de nous voir, mais à travers les yeux des sauvages. Il fait un détour de point de vue. En effet, pour les sauvages, c'est extraordinaire que nous soyons barbus. Vous savez que les Indiens sont imberbes. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui a un aspect totalement différent de nous, à quel point ça peut créer un étonnement. Ensuite, ils ont un autre langage et une autre religion, je reviens pas dessus, mais quand même. Ils sont différents dans leurs aspects et leurs habitudes. Je vous renvoie à la longue description ethnologique que fait Montaigne sur les sauvages. Ils viennent d'un monde très éloigné, on reprend le mot monde pour vraiment montrer que c'est comme s'ils venaient d'une autre planète. Et enfin, ils sont montés sur de grands monstres inconnus. Alors les monstres, ce sont les chevaux. Le fait d'utiliser le mot monstre, c'est là encore, ça montre l'effort de jeu de point de vue que fait Montaigne. Si on est du côté des Indiens, pour nous, les bêtes, comme ça qu'on n'a jamais vu, qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît, ce sont des monstres. Donc forcément, c'est très très impressionnant. D'autant plus que à la fin de Descoches, dans le dernier paragraphe où il parle de la chute du roi du Mexique, il explique que c'est un cavalier monté sur son cheval qui a réussi à le faire chuter. Et donc vraiment, les monstres, les chevaux, c'est des grands avantages au combat. Par ailleurs, le monde dont nous venons, nous les Européens, les Indiens n'y avaient jamais su qu'il y ait de quelconques habitations. Alors ça, c'est un peu exagéré du point de vue de Montaigne, et ça va préfigurer, là encore, le mythe du bon sauvage de Rousseau, avec l'idée d'un état de nature où on n'a pas de propriété et on n'a même pas de maison. Donc ça, c'est un peu exagéré, parce que vous pensez bien que c'est pas parce qu'on vit dans la jungle qu'on n'a pas vraiment de maison. Hein. Mais avec le mot « jamais », ça insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu rien de civilisé, et il n'y a jamais eu la propriété privée. Les Indiens sont dans l'état de nature. D'accord ? Ils savent pas ce que c'est qu'une habitation. Enfin, on termine par une circonstancielle, cette fois-ci d'opposition, qui commence par « alors que », avec la répétition de « jamais ». Ça insiste sur le fait que vraiment, eux, il y a un effet de surprise, ils n'ont jamais vu non seulement de cheval, et puis on rectifie, mais même ils n'avaient jamais vu aucune bête qui devait porter quelque chose. Donc franchement, c'est un peu concevable pour eux, le cheval qui porte un être humain. Cette répétition, avec l'idée de jamais, j'ai mis en gras le mot vu, parce que ça montre là encore l'effort de point de vue que fait Montaigne. Cette répétition va insister sur vraiment l'effet de surprise du cheval. D'accord ? Enfin, évidemment, c'est un rappel du thème Descoches qui va être repris à la fin du chapitre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un E à voir, je suis désolée, faute de frappe. À la fin du chapitre, on explique que les Indiens ne mettent pas des animaux pour les porter. En revanche, les hommes portent leur roi et sont prêts à mourir. Et même s'ils meurent les uns après les autres pendant un combat, ils vont toujours remplacer les mourants pour porter le roi. D'accord ? Vous pouvez faire une référence à la fin Descoches. Enfin, la deuxième proposition, qui commence de la même façon, avec si l'on tient compte, je reviens pas, va nous parler plutôt des objets. On a une répétition à nouveau du mot « gens » qu'on avait déjà cité avant, qui est impersonnel, c'est un mot très impersonnel de dire « gens », et qui montre que vraiment on était des étrangers, des espèces de créatures inconnues pour les sauvages. Nous, on avait une peau luisante et dure, et une arme tranchante et resplendissante. Il y a un petit parallélisme sur les 2 périphrases, la peau luisante et dure, l'arme tranchante et resplendissante. Ces 2 périphrases ont désigné l'armure, la peau luisante et dure,
et l'épée, l'arme tranchante et resplendissante. Alors pourquoi on utilise des périphrases pour les désigner? Là encore, c'est les mots qu'auraient employés les sauvages pour désigner ce qu'ils voyaient, puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était. Là encore, on a un effort de point de vue. Ces sauvages, eux pour qui le miracle de la lueur d'un miroir ou d'un couteau était prêt à échanger de grandes richesses en or ou en perles. Le mot miracle montre que vraiment on est encore à travers leurs yeux, parce que pour eux, un miroir qui fait de la lumière, un couteau qui fait de la lumière, c'était extraordinaire. Donc là encore, le mot miracle, qui est un mot hyperbolique, nous donne l'impression que Montaigne fait l'effort de voir la réalité à travers les yeux des sauvages. Ça a un aspect un peu pathétique. Les pauvres sauvages, ils se font avoir par les Européens parce qu'ils échangent leur grande richesse contre des choses qui ne valent rien, mais ils ne le savent pas, d'accord ? On a deux éléments de chaque côté, la lueur d'un miroir ou d'un couteau, de grandes richesses en or ou en perles, qui vont contraster, ça va montrer le déséquilibre, parce qu'un miroir ou un couteau, c'est pas grand-chose, les ors et les perles, c'est grand-chose, c'est beaucoup. Donc ça va montrer à quel point les Européens ont abusé de la naïveté des sauvages, et de cet effet de surprise qu'ils ont su créer. Enfin, on va nier, les sauvages n'avaient aucun moyen, ni même le savoir nécessaire, pour percer notre acier. Donc effectivement, ça montre que les gens qui ont des armures sont invincibles par rapport à eux. Et cette négation, avec aucun et ni même, montre que Montaigne est vraiment catégorique. Donc vraiment, c'était pas possible pour eux. Vraiment impossible. Ils n'ont aucun moyen de percer nos armures. Donc vraiment, de toute façon, ils ne pouvaient pas la gagner, cette guerre, quelle que soit leur qualité. On va donc terminer par la proposition principale. Donc j'ai ôté les autres circonstanciels qu'il y avait, parce que c'est un peu la même chose. La proposition principale, c'est là où il va en venir. Si on retire tout ça, on leur ôte du même coup la cause de tant de victoires. C'est une proposition avec le déterminant « on », qui permet de donner un argument qui est général. Tout le monde se rend bien compte que c'est un argument logique, que avec ces circonstances atténuantes, si on les retire, ils auraient gagné. Enfin, en fait, non. Montaigne ne dit pas « ils auraient gagné ». Il dit pas qu'ils sont supérieurs dans Descoches, mais en revanche, il dit bien qu'ils ne sont pas inférieurs. Ainsi, il nous pousse à faire un raisonnement logique. S'il n'y avait pas eu ces circonstances atténuantes, pas eu ces circonstances atténuantes, nous ne les aurions peut-être pas vaincus. Ça nous pousse donc à nous faire une autre réflexion. S'ils ont perdu, c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés, à cause des effets de surprise. Par conséquent, s'ils avaient été mieux préparés, peut-être qu'ils nous auraient tués. Et maintenant c'est parti comme promis pour la petite blague du jour. Alors c'est un élève de première, je vous laisse mettre qui vous voulez derrière, qui un jour trouve une vieille lampe, qui la frotte et là apparaît un génie. Alors le génie lui dit « Bonjour, je suis le génie de la lampe et tu as le droit à un vœu, je l'exaucerai. » Alors l'élève de première réfléchit puis il s'est dit « Bon, j'aimerais bien qu'on rétablisse la paix au Moyen-Orient. » Alors le génie dit « Bah écoute, je suis un petit peu vieux, ça me paraît être un peu un problème un peu trop large pour moi. Tu voudrais pas plutôt être célèbre ou beau ou riche ?» Alors l'élève dit « Bah ok, mais dans ces cas-là, j'aimerais être vraiment très intelligent. » Alors là, le génie s'assied, prend la tête entre ses mains et dit « Bon, bah je vais voir ce que je peux faire pour le Moyen-Orient alors. Allez, au revoir. »